Bonjour à tous, je vais corriger un devoir sur une pile de laboratoire, donc sur le chapitre évolution d'un système chimique, évolution spontanée d'un système chimique. Alors, on te dit, chaque année en France, 1,3 milliard de piles sont vendues dans le commerce. Petit réservoir d'énergie, elles constituent des objets indispensables au quotidien. L'objectif de cet exercice est d'étudier le fonctionnement d'une pile réalisée au laboratoire et de comparer sa capacité électrique à celle d'une pile AA vendue dans le commerce, dont la photographie est ici. Et on apprend qu'une pile AA a une capacité de 2800 mAh. Plusieurs données, donc des masses molaires, la masse molaire de l'aluminium, du sulfate d'aluminium, deux couples oxydants-réducteurs, donc le cuivre et l'aluminium, la charge élémentaire de la charge élémentaire, la constante d'Avogadro, la constante de Faraday et 1 mAh, c'est 3,60 coulombs. Alors, on te dit, pour réaliser la pile étudiée, deux solutions aqueuses sont préparées. Donc, une solution de sulfate d'aluminium, qu'on note S, et une solution de sulfate de cuivre, donc qui contient des ions cuivre Cu2+, et sulfate SO4-, qu'on appelle S'. Toutes les deux sont à la concentration en soluté apportée de C égale 0,100 mol par litre. Et on rajoute, le sulfate d'aluminium est un solide de formule Al2SO4 3 fois, disponible sous forme de poudre. Et on te demande, rédiger le protocole expérimental précis à mettre en œuvre pour préparer 50 ml de la solution S à partir du sulfate d'aluminium en poudre. Donc si on veut préparer cette solution S, il va falloir mettre du sulfate d'aluminium qui est un solide dans de l'eau. Donc on va devoir réaliser une dissolution avec comme soluté le sulfate d'aluminium et comme solvant l'eau. Et donc on aura une concentration en soluté, donc en sulfate d'aluminium apporté, de 0,100 mol par litre. Pour obtenir ça, il va donc falloir peser du sulfate d'aluminium. Et l'objectif ici, ça va déjà être de savoir quelle masse de sulfate d'aluminium on va peser. Donc la concentration en soluté apportée est de 0,100 mol par litre. Et on va chercher M, la masse de sulfate d'aluminium. On sait que la quantité de matière de sulfate d'aluminium, ça va être égal à la concentration, donc 0,100 fois le volume, c'est-à-dire 50 ml. Puis, on sait que la masse, c'est la quantité de matière fois la masse molaire. Et en remplaçant, donc ici, on a la quantité de matière qui est égale à C fois B, C fois V. Ici, on a de nouveau la quantité de matière et on replace la quantité de matière par C fois B. Ainsi, on peut calculer la masse de sulfate d'aluminium, 0,100. Attention avec la conversion, les 50 ml en litres, et la masse molaire qui était donnée en début d'énoncé. Et on trouve 1,71 g. Donc, pour fabriquer une concentration en sulfate d'aluminium, en soluté apportée de 0,100 mol par litre, il va falloir prélever 1,71 g de sulfate d'aluminium. Et maintenant, on va décrire le protocole. Donc, pour peser 1,71 g, il faut une balance, il faut une coupelle, et avec tout ça, on pèse. Ensuite, toute solution se prépare dans une fiole jaugée. Donc, on va avoir besoin d'une fiole jaugée de 50 ml et d'un entonnoir pour mettre le sulfate d'aluminium dedans. Donc, on introduit à l'aide d'un entonnoir le sulfate d'aluminium dans une fiole jaugée de 50 ml. On n'oublie pas, ça peut être intéressant, de rincer la coupelle et l'entonnoir, puisque bien souvent, il reste un petit peu de poudre. Et quand on rince, on met dans la fiole jaugée. Ensuite, on remplit la fiole d'eau distillée à peu près jusqu'aux 2/3. Et là, on agite de manière à dissoudre le soluté dans le solvant. Donc ici, le sulfate d'aluminium dans l'eau. On complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. On bouche et on agite.
Alors, deuxième question. Calculer les concentrations en quantité de matière en ion aluminium et en ion sulfate dans la solution S. Donc, pour cela, je rappelle, on a pris du sulfate d'aluminium qui va donc jouer le rôle de soluté et on l'a mis dans de l'eau qui joue le rôle de solvant. Au contact de l'eau, ce soluté va se dissoudre et va donc créer des ions aluminium Al3+, et des ions sulfate SO4-. On peut donc écrire une équation de dissolution. Alors, elle n'est pas complète, cette équation de dissolution. Donc ici, on a le sulfate d'aluminium. Ça va former des ions aluminium, Al3+, et des ions sulfate, SO4-. Alors, si on regarde comme ça cette équation, elle n'est pas équilibrée. Elle n'est pas équilibrée en termes d'éléments, puisque ici, on a 2 fois d'aluminium et là, on n'en a qu'une fois. Et elle n'est pas équilibrée aussi en termes de charge. Ici, il y a 3 charges positives et 2 charges négatives. En tout, ça fait une charge positive. Et de ce côté-ci, c'est neutre. Donc déjà, on va équilibrer en termes d'éléments. Ici, l'aluminium apparaît 2 fois. Donc, on va en mettre 2. Ici, le sulfate apparaît 3 fois. Donc, on va en mettre 3. Et maintenant, on va regarder les charges. Donc, 2 fois l'aluminium 3+, ça fait 6 charges positives. Et là, on a 3 fois SO4-, donc 3 fois l'ion sulfate, 3 fois 2 charges négatives, ça fait 6 charges négatives. 6 charges positives, 6 charges négatives, le tout est neutre, comme ce composé ionique. Donc là, on a une équation de dissolution qui est équilibrée. Maintenant, comment va-t-on calculer la concentration en quantité de matière de ces ions? Soit tu connais le résultat, soit tu ne le connais pas. Donc la dissolution, elle est totale dans l'eau. Donc si tu ne connais pas le résultat, tu fais un tableau d'avancement. Donc si on fait un tableau d'avancement, à t égale 0, on a une quantité N0 de sulfate d'aluminium, on n'a pas d'aluminium d'ion Al3+, on n'a pas d'ion sulfate. À un instant T, on a N0 moins X. Ici, on aura créé 2X et là, 3X. On fait attention, évidemment, aux coefficients stoichiométriques. Et comme la dissolution est totale, on a N0 moins X max qui va valoir 0. Donc, on va former 2X max et ici 3X max. On peut voir d'après cette équation que X max vaut N0. Donc, on va former ici 2N0 et là 3N0 en quantité de matière. Maintenant, si on cherche à calculer les concentrations en aluminium, en ion aluminium, d'abord en ion sulfate. Alors, la concentration finale en ion sulfate, c'est la quantité de matière finale d'ion sulfate sur le volume de la solution. La quantité de matière d'ion sulfate, tu la trouves ici. Donc, c'est 3X max. Sur le volume de la solution, on a vu que X max était égal à N0. Ça fait 3 fois N0 sur V. Or, N0 sur V, qu'est-ce que c'est? C'est la concentration en soluté apportée. Puisque ici, tu avais mis N0 mol de soluté dans un volume V. Donc, ça fait que N0 sur V, la concentration C en soluté apportée. Donc, la concentration en ion sulfate, elle vaut 3C. C valence 0,100 mol par litre. La concentration en ion sulfate vaut 0,300. Donc, voilà pour les ions sulfates. Pour les ions aluminium, on a exactement le même raisonnement. Les ions aluminium, pour avoir la concentration en ion aluminium, c'est la quantité d'ion aluminium finale sur le volume de la solution. La quantité d'ion aluminium finale, tu la trouves ici, 2X max sur V. On a vu auparavant que X max était égal à N0, donc ça fait 2 fois N0 sur V. Et comme tout à l'heure, on retrouve ici la concentration en soluté apportée. Et donc, on peut dire que la concentration en aluminium, en ion aluminium, vaut 2C. C valence 0,100 mol par litre. La concentration en ion aluminium vaut 0,200 mol par litre. Alors, ce résultat, on peut le deviner rapidement. Comment? Puisque ici, il y a un 2 devant l'aluminium, c'est pour ça que la concentration en aluminium, elle vaut 2 fois la concentration en soluté apportée. Et ici, le coefficient stoichiométrique est de 3. Et donc, la concentration en ion sulfate, elle vaut 3 fois la concentration en soluté apportée. Donc, 3C.
Alors, on te dit, la pile est assemblée selon le schéma de la figure 1 représentée ci-dessous. Je vais détailler un petit peu ce schéma avec la question suivante. On te demande de déterminer le pôle positif de la pile à l'aide du montage expérimental de la figure 1. Donc, on va regarder ce montage. Donc, on peut voir que cette pile est constituée de deux demi-piles. Une première demi-pile qui contient une plaque d'aluminium et un électrolyte de sulfate d'aluminium. Donc, on a bien le couple oxydant-réducteur aluminium 3+, aluminium. Et on a donc une deuxième demi-pile constituée d'une plaque de cuivre, d'un électrolyte de sulfate de cuivre. Donc, on a le couple redox Cu2+, Cu, qui est représenté ici dans cette demi-pile. Les deux demi-piles sont reliées entre elles par un pont salin qui contient une solution aqueuse saturée en chlorure d'ammonium. Donc, il contient des ions NH4+, donc des ions ammonium, et des ions chlorure Cl-. Et on a branché aux bornes de la plaque de cuivre et de la plaque d'aluminium un voltmètre. Ce que l'on nous dit que la tension U aux bornes donc de ces plaques, elle vaut 0,92 volts. Donc, la tension, elle est positive. Si la tension est positive, alors on sait que la borne V est reliée à la borne plus. Et la borne COM, c'est la borne de sortie pour l'ampèremètre, à la borne moins. Donc, la borne plus de la pile est la plaque de cuivre. Alors, dans la suite de l'étude, le voltmètre est retiré puis est remplacé par un conducteur ohmique de résistance R. Donc, on fait débiter la pile. Complétez le schéma fourni en annexe, donc le voilà, en y indiquant la polarité de la pile. Enfin, la polarité de la pile, on vient de voir que la plaque de cuivre constituait la borne plus et la plaque d'aluminium la borne moins. Le sens du courant électrique. Le courant électrique va de la borne plus à la borne moins. Donc ça, c'est pour l'intensité. Et le sens de circulation des porteurs de charge à l'extérieur de la pile lors de son fonctionnement. Donc, on cherche à représenter le sens des électrons. Les électrons, si le courant circule de la borne plus à la borne moins, les électrons vont circuler de la borne moins à la borne plus. Alors, 5e question, établir les équations modélisant les réactions aux électrodes lors du fonctionnement de la pile. En déduire que l'équation de la réaction modélisant le fonctionnement de la pile s'écrit ainsi. Donc, on repère dans l'équation de fonctionnement de la pile, on repère le couple Cu2 plus Cu, ce qui permet d'écrire la réduction du cuivre. Cu2 plus 2 électrons donne Cu. On repère le couple aluminium-ion aluminium. Et donc, on va pouvoir écrire l'oxydation de l'aluminium. Donc, l'aluminium donne Al3+, plus 3 électrons. Et pour obtenir cette équation, il va falloir avoir le même nombre d'électrons dans les deux demi-équations. Pour avoir le même nombre d'électrons, on va multiplier cette équation par 3 et on va multiplier cette équation par 2. Et après, on va ajouter les produits avec les réactifs. Et les électrons vont pouvoir s'éliminer puisqu'on aura 6 électrons de part et d'autre. On te dit que la constante d'équilibre K associée à cette réaction a pour valeur à peu près 10 puissance 200 à 25 degrés Celsius. Question suivante, déterminer le sens de circulation des porteurs de charge à l'intérieur de la pile justifiée. Donc, on cherche à connaître le sens de circulation ici des ions qui constituent le pont salin, donc des ions ammonium NH4+, et des ions chlorure Cl-. Donc, j'ai remis le sens de circulation du courant, des électrons. J'ai aussi rajouté les formules des deux électrolytes. Et maintenant, on va raisonner.
Donc, que se passe-t-il à la cathode? À la cathode, c'est la borne positive. On a vu qu'il y a réduction du cuivre. Pourquoi il y a réduction du cuivre? Puisqu'on a l'oxydant qui capte des électrons pour former le réducteur. Donc, si on forme un réducteur, on a une réduction. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que dans l'électrolyte, la concentration en ion Cu2+ diminue. Or, un électrolyte est neutre, électriquement parlant. Donc, si la concentration en ion Cu2+ diminue, pour garder l'électroneutralité, il faut que des cations arrivent. Et ces cations, eh bien, ça va être les ions ammonium. Donc, les ions ammonium NH4+ vont migrer vers la borne plus. Maintenant, on va regarder ce qui se passe à l'anode, donc à la borne moins. À l'anode, il y a oxydation de l'aluminium. On l'a vu dans la question précédente, l'aluminium, le réducteur, forme l'oxydant Al3+, plus 3 électrons. Si on forme un oxydant, on a une oxydation. Que se passe-t-il concrètement dans cette solution? Vu qu'on forme des ions aluminium Al3+, la concentration en ions aluminium Al3+ augmente. Or, l'électrolyte est neutre, c'est-à-dire qu'il y a autant de charges positives que de charges négatives. Si on augmente la concentration en aluminium Al3+, les ions sulfate ne vont pas suffire pour assurer l'électroneutralité de la solution. Il va falloir faire venir des anions. Et ces anions vont venir des ions chlorure. Et donc, les ions chlorure vont migrer vers la borne moins. Donc, on a des ions chlorure qui migrent vers la borne moins et des ions ammonium qui vont migrer vers la borne plus. Montrer que la valeur initiale du quotient de réaction du système vaut 40, conclure quant à l'évolution du système. Donc, j'ai rappelé ici l'équation de fonctionnement de la pile et l'équilibre, la constante d'équilibre associée à cette réaction. Alors, pour déterminer un quotient de réaction, on prend les concentrations des produits. On ne va pas prendre la concentration du cuivre puisque le cuivre est un solide et donc sa contribution sera de 1 dans le quotient de réaction. Donc, ça va être la concentration en aluminium Al3+ au carré, puisque ici, il y a un coefficient stoichiométrique de 2, divisé par la concentration en ion Cu2+ au cube, puisqu'il y a un 3. On ne prend pas en compte l'aluminium puisque c'est un solide, sa contribution est de 1. On sait que le quotient de réaction est un nombre sans unité. Ici, si pour l'instant on oublie le C0, ici il y avait une concentration au carré sur une concentration au cube. J'ai rajouté le C0, donc la concentration standard, pour avoir une concentration au cube divisée par une concentration au cube. Et quand tu remplaces, Al3+, c'est la concentration initiale, Cu2+, c'est la concentration initiale. Al3+, tu l'avais trouvé à la deuxième question, donc 0,200 mol par litre. Et la concentration en ion Cu2+ est donnée dans l'énoncé 0,100. Et quand tu fais le rapport des deux, tu trouves 40. Et maintenant, bien, tu vois bien que 40, c'est largement plus petit que 10 puissance 200. Donc, le quotient de réaction initiale est inférieur à la constante d'équilibre. C'est pour ça que la transformation va avoir lieu dans le sens direct. Les deux dernières questions portent sur la capacité électrique de la pile et on te demande de déterminer quel est le réactif limitant. Ensuite, on te demandera de calculer la capacité électrique Q de la pile de laboratoire et de la comparer aux piles commerciales de type AA. Alors, j'ai rappelé l'équation de fonctionnement de la pile parce que ça va nous être utile pour déterminer le réactif limitant. Quand on veut déterminer un réactif limitant, on va considérer la transformation totale. D'ailleurs, ce n'est pas forcément faux. Quand on voit la valeur de la constante d'équilibre à 10 puissance 200, on peut supposer que la transformation sera totale. Alors, j'ai ici fait le tableau d'avancement de cette
de cette transformation. Initialement, on a de tout. On a des ions cuivre, on a de l'aluminium puisqu'on a une plaque d'aluminium, on a du cuivre puisqu'on a une plaque de cuivre, et on a des ions aluminium 3+ dans l'électrolyte. Bon, ce qui nous intéresse de toute façon, ce sont les réactifs, à vrai dire les produits, j'allais dire c'est en plus. À un temps T, on va avoir la quantité d'ion Cu2+ initiale moins 3x. Attention, il y a moins 3. À un temps T, on aura pour l'aluminium la quantité initiale d'aluminium moins 2x, puisqu'ici il y a le coefficient 2. Et ici, on a la quantité initiale plus 3x, puisqu'il y a un coefficient 3. Et ici, la quantité initiale d'aluminium 3+, plus 2x. Alors maintenant, je ne vais pas m'intéresser à cette partie, je vais m'intéresser uniquement à celle-ci. Alors ça ne fait pas forcément 0. À T final, on aura NiCu2+ moins 3x max. Alors on ne sait pas si ça vaut 0, ça va dépendre de qui est le réactif limitant. Ici, on va avoir la quantité initiale d'aluminium moins 2x max, on ne sait pas lequel vaut 0, puisqu'on ne sait pas si l'aluminium est ou non le réactif limitant. Alors, pour déterminer le réactif limitant, on va avoir besoin de connaître les quantités initiales d'ion Cu2+ et d'aluminium. Donc, on va déterminer ces quantités initiales. Pour déterminer la quantité initiale d'ion Cu2+, on a la concentration en ion Cu2+, et on a le volume. La concentration, c'est 0,100, le volume, c'est 50 ml, ça fait 5,00 fois 10 puissance moins 3 mol. Donc, on a la quantité initiale d'ion Cu2+. Pour déterminer la quantité initiale d'aluminium, on a la masse d'aluminium, on a la masse de la plaque d'aluminium qui fait 19,2 grammes. Et on a la masse molaire. La quantité de matière, c'est la masse divisée par la masse molaire. Et donc, ça donne 7,11 fois 10 puissance moins 1 mol. Maintenant, on va devoir faire des hypothèses. Si l'ion Cu2+ est le réactif limitant, alors ça veut dire qu'à la fin, il n'y en a plus. Donc, ça veut dire que NiCu2+ moins 3 fois l'avancement maximal vaut 0. Ça implique que l'avancement maximal, on résout cette petite équation, eh bien, ça vaut la quantité initiale d'ion Cud+ divisé par 3. Et quand on remplace, on trouve 1,67 fois 10 puissance moins 3 mol. Maintenant, on fait une deuxième hypothèse. Si c'est l'aluminium, alors on peut en douter parce qu'on a 19,2 grammes. Si l'aluminium est le réactif limitant, eh bien dans ces cas-là, c'est la quantité d'aluminium finale qui vaut 0, c'est-à-dire la quantité initiale d'aluminium, d'ion aluminium, moins 2x max égale 0. Dans ces cas-là, x max, eh bien ça vaut la quantité initiale d'aluminium, il n'y a pas de 3+ ici, divisé par 2. Donc c'est-à-dire que ça vaut 7,11 fois 10 puissance moins 1 divisé par 2. Et là, on trouve 3,56 fois 10 puissance moins 1 mol. Et maintenant, on compare. Le réactif limitant, c'est celui qui donne l'avancement maximal le plus faible, c'est-à-dire celui-ci. Donc, ça veut dire que l'ion Cu2+ est le réactif limitant. Dernière question. Déterminer la capacité électrique Q de la pile du laboratoire, puis la comparer aux piles commerciales de type AA. Pour déterminer une capacité électrique, c'est le nombre de moles d'électrons multiplié par la constante de Faraday. Pour déterminer le nombre de moles d'électrons, on va s'intéresser à la demi-équation électronique qui fait intervenir le réactif limitant. Donc ici, on a vu que le réactif limitant, c'était l'ion Cu2+, pas forcément besoin du AQ. L'ion Cu2+, plus 2 électrons donne Cu. Alors, dans ces cas, si on met AQ, on met ici solide, ça sera plus correct. Ce que l'on peut voir, si on a un ion Cu2+, alors on va avoir besoin de 2 électrons pour former du cuivre. Si on a 2 ions Cu2+, on aura besoin de 4 électrons pour former du cuivre. Mais si on a N
ion Cu2+, alors on aura 2 N d'électrons pour former du cuivre. Donc, on peut dire que la quantité de matière d'électrons, eh bien, ça sera 2 fois la quantité de matière initiale d'ion Cu2+. Et donc, on peut remplacer ceci dans l'équation. Et on trouve 322 coulombs. Maintenant, on va comparer la capacité électrique de la pile de laboratoire à la capacité d'une pile commerciale de type AA. La capacité de la pile AA, c'est 2800 mAh. Et on te dit, dans l'énoncé, on te donne la conversion pour passer des milliampères-heure au coulomb. Donc, j'ai tout simplement appliqué cette conversion. Et tu trouves 10 080 coulombs. Pour comparer les deux, tu peux faire un rapport. Moi, je te conseille de prendre toujours le plus grand par le plus petit. Et quand tu divises la capacité de la pile AA par la capacité de la pile du laboratoire, tu trouves 31. Ce qui veut dire que les piles AA ont une capacité 31 fois plus importante que la pile du laboratoire.